En Mauritanie, les déclarations de candidature pour la présidentielle de juin vont bon train. Sidi Mohamed Ould Boubacar a annoncé samedi sa décision de prendre part à la course. Il est soutenu par le parti islamiste. Les Philippines se retirent officiellement de la Cour pénale internationale. Cette juridiction enquête sur la répression féroce du trafic de drogue lancé par le président Rodrigo Duterte. Environ 1 millier de personnes ont manifesté à Niamey contre la loi de finances 2019 qu'elle juge antisociale. Les manifestants ont également protesté contre les forces étrangères basées au Niger. Ainsi se présente le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Environ 1 millier de personnes ont manifesté ce samedi à Niamey contre la loi des finances 2019 qu'elle juge antisociale. Les manifestants ont également protesté contre les forces étrangères basées au Niger. Reportage. Abat la loi de finances 2019, abat les forces étrangères, scandaient ces manifestants tout au long de la marche. Répondant ainsi à l'appel d'une coalition d'organisations de la société civile, ils sont environ 1 millier de Nigériens à prendre part à cette manifestation. Manifestation dont le but est d'une part de s'insurger contre la loi de finances 2019 où sont reconduites selon les protestataires les mêmes mesures antisociales contenues dans celle de 2018 et d'autre part contre les forces étrangères basées au Niger. Les manifestants ont en outre réclamé la libération et l'arrêt des poursuites judiciaires contre 2 de leurs camarades écroués depuis près d'1 an après des manifestations contre le budget 2018. Au Niger, la France possède une base sur l'aéroport de Niamey à partir de laquelle des avions de chasse et des drones non armés opèrent. Dans le cadre de l'opération Barkhane, les forces françaises disposent également d'une base à Madama dans le nord nigérien. Le Niger a également permis la construction d'une importante base américaine de drones à Agadez, dont le coût est estimé à une centaine de millions de dollars et qui donne aux États-Unis une plateforme de surveillance de premier plan. L'Allemagne, quant à elle, dispose d'une base logistique à Niamey pour ravitailler ses troupes engagées au Mali voisin. On reste dans le domaine des contestations. Celle contre la présidence d'Abdelaziz Bouteflika ne faiblit pas et semble vouée à s'inscrire dans la durée. Les manifestants ont opposé une fin de non-recevoir claire à la dernière proposition du président. Le pouvoir a du pain sur la planche. La mobilisation hors pair des Algériens vendredi l'a si bien montré. La dernière offre du président Bouteflika qui a reporté l'élection présidentielle, prolongeant sine die son mandat au-delà de son terme prévu le 28 avril, n'a pas plus réussi que les précédentes à apaiser les protestations. Les manifestants ont montré n'être pas dupes de l'abandon en trompe-l'œil du 5e mandat, troqué pour une prolongation à durée indéterminée de l'actuel mandat de Bouteflika. Elle n'a même cessé d'enfler au fil des semaines. Si le nombre de manifestants est très difficile à évaluer précisément, ils étaient vendredi au moins aussi nombreux que le 8 mars, journée où la mobilisation fut qualifiée d'historique. Le choix pour remplacer Bouteflika d'un autre cadre du système, Noureddine Bedoui, ministre de l'Intérieur depuis 2015, n'a pas rassuré. Trouver de nouvelles têtes dans le contexte actuel risque de s'avérer ardu. Les manifestants réclament un changement radical, pas un changement de marionnette. Le mot d'ordre depuis le début des manifestations n'a pas changé, le départ de Bouteflika, de son entourage et du système. Reste l'échéance du mois du Ramadan qui commence le 4 ou le 5 mai. La mobilisation pourra-t-elle se maintenir durant ce mois de jeûne, au cours duquel la fatigue se fait rapidement sentir pendant la journée, s'inquiètent certains contestataires. Au moins un policier a été tué samedi en République démocratique du Congo. C'était l'heure de la manifestation de colère des militants du parti du président Félix Tshisekedi après leur défaite écrasante aux élections sénatoriales vendredi dernier. Les élections sénatoriales tenues vendredi en République démocratique du Congo font encore parler d'elles.
Ce scrutin au suffrage indirect a été remporté par des fidèles de l'ancien président Joseph Kabila, plus que jamais de retour au cœur du jeu politique congolais. Cet échec a provoqué la colère des militants de l'UDPS contre les grands électeurs, députés provinciaux. Un policier a été tué samedi à Mbouji Maï, selon plusieurs sources. Et la police a confirmé la mort d'un de ses membres. Oui, il y avait les élections sénatoriales ici dans la ville de Kinshasa. Et ici à l'UDPS, nous avions 12 députés provinciaux. Et on espérait qu'au moins, nous pouvions avoir 3 sénateurs. Mais nous sommes surpris d'avoir 0 sénateur. Nous manifestons notre mécontentement. Comment vous pouvez comprendre la partie du pouvoir peut manquer un sénateur? Le parti du pouvoir ne peut pas manquer un sénateur. Nous avons eu des députés. Ces députés ont été trompés. Les antivaleurs, nous déplorons, c'est la corruption d'abord. Pour un état de droit, nous devons mettre de côté la corruption au pays. Ils sont en train de revendiquer qu'ils n'ont pas eu de sénateurs. Mais ce n'est pas à nous. Ils ne doivent pas venir faire cet acte de vandalisme chez nous. La plateforme politique de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, revendique une très large majorité de plus des 2/3 au Sénat, ce qui lui permet, le cas échéant, de lancer une révision de la Constitution ou des procédures et des poursuites contre l'actuel chef de l'État. Les militants ont interdit à leurs élus locaux de mettre les pieds au siège de l'UDPS en les accusant d'avoir trahi et cédé à la corruption. La présidentielle de juin en Mauritanie approche. Les déclarations de candidature vont bon train. Sidi Mohamed Ould Boubacar a annoncé samedi sa décision de prendre part à la course. Ancien Premier ministre mauritanien pendant la transition démocratique de 2005-2007, Sidi Mohamed Ould Boubacar se présente pour la présidentielle de juin prochain. Chose pas commune, l'homme qui se présente en tant que candidat indépendant bénéficie du soutien du parti islamiste Tewassoul, première formation de l'opposition et bête noire du régime. D'autres plus petites formations de l'opposition dite radicale devraient également se ranger derrière cette candidature indépendante. 2 formations de l'opposition, le Rassemblement pour la démocratie et l'unité et le parti Adil, ont en revanche décidé de soutenir le candidat du pouvoir. 61 ans, Ould Boubacar affrontera lors de ce scrutin, dont la date précise n'a pas encore été fixée, le dauphin de l'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz. L'ancien général Ould Ghazouani, qui a quitté vendredi son poste de ministre de la Défense après avoir officialisé début mars sa candidature. L'ancien général, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, puis élu en 2009 et réélu en 2014, le président Ould Abdelaziz ne peut se représenter au terme de son second mandat qui s'achève en août. Outre les 2 principaux challengers, le militant anti-esclavagiste Biram Ould Da Ould Abeid, déjà candidat au scrutin présidentiel de 2014 et élu député en septembre, a déjà exprimé sa volonté de se présenter tout en estimant impossible de rivaliser avec l'État et son candidat. D'autres personnalités pourraient encore présenter leur candidature dans les prochaines semaines. 9 personnes ont été tuées samedi dans l'attaque d'un village de l'État de Kaduna au nord du Nigeria. Cette région est régulièrement secouée par des affrontements intercommunautaires. Le gouvernement de Kaduna, au nord du Nigeria, a confirmé l'assassinat de 9 citoyens par des éléments criminels. Des hommes armés qui ont attaqué le village de Nandou, faisant 9 morts, dont des enfants. Les assaillants ont également brûlé plusieurs maisons dans le village. Le sud de Kaduna a déjà été frappé par une série d'attaques meurtrières entre Peul et Adara pendant le mois de février. Le 26 février, en effet, au moins 29 personnes, dont un policier, avaient ainsi été tuées dans les attaques de plusieurs hameaux par des hommes armés soupçonnés d'être des éleveurs Peul, selon la police locale. Une attaque probablement perpétrée en représailles aux attaques menées le 11 février contre une dizaine de communautés Peul.
La région de Kaduna, point de jonction entre un nord majoritairement musulman et un sud à prédominance chrétienne, est régulièrement le théâtre de vives tensions intercommunautaires, notamment entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs chrétiens. Le conflit qui concerne souvent l'accès à la terre et à l'eau a pris ces dernières années une dimension ethnique et religieuse, aggravée par l'explosion démographique dans ce pays de 190 millions d'habitants et par l'instrumentalisation qu'en font souvent les politiciens locaux. Je vous le disais en titre, les Philippines se retirent officiellement de la Cour pénale internationale. Cette juridiction enquête en effet sur les violences commises dans le cadre de la répression féroce du trafic de drogue lancée par le président Rodrigo Duterte. Le départ de l'archipel asiatique doit être acté 1 an après que Manille eut annoncé qu'il ne voulait plus être membre de ce tribunal qui juge les crimes de guerre. C'est le deuxième pays à le faire après le Burundi en 2017. Le départ des Philippines de la Cour pénale internationale est dû à l'ouverture d'une enquête préliminaire en février 2018 contre son président Rodrigo Duterte. Ce dernier est instigateur depuis 2016 d'une lutte brutale contre le trafic des stupéfiants qui a fait des milliers de morts. Sourd aux critiques venues de l'étranger, le dirigeant philippin affirme que cette politique est la bonne pour son pays et qu'elle est populaire. Et il compte ne coopérer avec la Cour d'aucune façon, car celle-ci ne pourra jamais avoir quelque compétence que ce soit pour juger sa personne, lançait-il dans un discours mercredi. Les dirigeants de la Cour de La Haye ont déjà indiqué que cette enquête se poursuivrait malgré tout, ces statuts précisant que le départ d'un État membre ne clôt pas les procédures le concernant. La CPI enquête sur les accusations selon lesquelles le gouvernement aurait ordonné des homicides en toute illégalité. La Cour pénale internationale a vu son prestige écorné ces dernières années par l'échec de procédures qui se sont achevées par des acquittements ou les menaces d'État de quitter l'instance. Les Néo-Zélandais rendaient hommage dimanche aux 50 fidèles tués vendredi dans 2 mosquées de Christchurch. Une situation qui a lieu alors que le voile se lève progressivement sur le déroulement d'un carnage également marqué par des actes héroïques. Au moment où les dépouilles de certaines victimes commencent à être restituées aux familles, une liste encore incomplète des victimes a révélé que les fidèles tués étaient âgés de 3 à 77 ans et qu'au moins 4 étaient des femmes. L'auteur de la tuerie est un extrémiste australien qui, à l'occasion de son inculpation pour meurtre samedi, a fait de la main un signe de reconnaissance des suprémacistes blancs. L'ex-instructeur de fitness de 28 ans, fasciste autoproclamé, a expliqué ce massacre et les 2 années de sa préparation dans un long manifeste islamophobe truffé de références à des figures de l'extrême droite. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a révélé dimanche que son cabinet avait reçu ce texte 9 minutes avant le début du carnage. Depuis vendredi, les enquêteurs néo-zélandais sont mobilisés sur de nombreuses scènes de crime. L'impatience monte cependant chez les familles des victimes qui souhaitent récupérer les corps et organiser les funérailles. Cette tragédie a provoqué une onde de choc en Nouvelle-Zélande, un pays de 5 millions d'habitants dont 1% se disent musulmans, connu pour sa douceur de vivre, sa tradition d'accueil et sa faible criminalité. Bon début de semaine à chacun et à tous en compagnie des programmes de SICA. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.